Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire le commentaire linéaire de l'acte de scène 5 d'On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset pour l'oral du bac de français. C'est parti. Je t'affiche d'abord le texte que nous allons commenter ensemble. N'hésite pas à cliquer sur pause pour le relire et à cliquer sur play dès que tu as terminé la lecture. C'est bon, c'est fini? Impeccable, on va passer à l'introduction. De nombreux dramaturges s'inspirent de leurs mésaventures afin de créer leurs pièces de théâtre. C'est ce que fait Musset en rédigeant On ne badine pas avec l'amour en 1834. En effet, il s'inspire de sa rupture avec George Sand dans cette pièce dont le titre sonne comme un avertissement. Il ne faut pas jouer avec les sentiments amoureux, sinon les conséquences sont terribles. Dans cette œuvre, Perdiccas veut épouser Camille, mais celle-ci refuse, par orgueil, parce qu'elle a peur de souffrir. Elle préfère donc retourner au couvent. Dans la scène 5 de l'acte 2, Perdiccas dénonce l'hypocrisie des religieuses qui ont manipulé Camille. Il oppose amour divin et amour humain et tire des conclusions pessimistes sur la nature humaine. Ainsi, il s'agira de se demander comment, en opposant ces deux formes de passion, Perdiccas dénonce la religion et l'orgueil tout en valorisant l'amour malgré la souffrance. Dans un premier temps, nous étudierons cette fameuse critique de la religion à travers l'opposition entre amour humain et amour divin. Puis, dans un second temps, nous constaterons que le discours de Perdiccas a une portée universelle sur l'amour et sur la souffrance. Tout d'abord, Perdiccas va opposer amour humain et amour divin afin de critiquer la religion. Et c'est ce qui se constate dès le début de sa réplique à travers les nombreuses questions rhétoriques. Je cite « Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles ?» Pour Perdiccas, Camille s'engage en religion sans comprendre ce qu'elle deviendra véritablement, ce que souligne la forme interrogative ainsi que le verbe d'ignorance « sais-tu ». Les nonnes sont menteuses et hypocrites, et Perdiccas s'apprête à révéler la vérité. Le sous-entendu est que Camille ne sait pas, alors que Perdiccas sait. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il la présente comme une femme naïve qui se condamne au malheur, comme le montre le nom infantilisant « malheureuse fille ». Perdiccas effectue une distinction entre l'amour humain et l'amour divin qui se remarque à travers la comparaison dévalorisante sous forme de chiasme. L'amour des hommes comme un mensonge, le mensonge de l'amour divin, qui met en valeur une hiérarchie dans l'amour. Même si l'amour humain n'est pas parfait, le pire serait l'amour divin. Je cite, « Il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin ». On peut repérer une anaphore du verbe de connaissance, savent-elles, qui est répété 2 fois, et qui n'est pas sans rappeler le sais-tu initial. Ce verbe de connaissance souligne l'ignorance des nonnes de Camille et donc par opposition le savoir de Perdiccas. Perdiccas va prolonger ses pensées en effectuant une accusation très grave. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme ? Puisqu'en effet, la faute est gravissime, elle va à l'encontre de la morale. Et c'est en ce sens que l'on comprend l'antithèse entre vierge et femme, qui insiste sur l'innocence des vierges et donc le décalage entre les âges. Ce sont des femmes âgées et mûres, frustrées, qui vont corrompre la jeunesse en lui donnant une vision très pessimiste du monde. C'est pourquoi Perdiccas continue en employant de l'ironie, à travers une interjection « ah » et 2 phrases exclamatives qui marquent la rancœur et la forte émotion de ce personnage. Je le cite « Ah, comme elles t'ont fait la leçon !» Puisqu'en effet, cette leçon n'en était pas une. Au contraire, c'est un anti-modèle, c'est un contre-exemple, puisque Camille a été manipulée. Je cite « Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. » Perdiccas ici va mettre en valeur le caractère prévisible de la situation. Il fait référence à la scène 2 de l'acte 1 de cette même pièce, puisque en effet, lorsqu'ils se sont retrouvés, Camille a contemplé le portrait de leur tante religieuse, et cela symbolisait donc le rejet de Perdiccas et le choix de la religion. Il n'est donc pas surpris d'apprendre que Camille privilégie l'amour divin à l'amour humain. « Tu voulais partir sans me serrer la main. » Le refus de Camille est même d'ordre physique, puisqu'elle refuse un quelconque contact, même un contact neutre et formel, comme une poignée de main, ce qui choque Perdiccas.
Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il va employer une anaphore en tu, donc en pronom de deuxième personne du singulier, qui est ici péjorative et accusatrice. Tu voulais partir sans me serrer la main? Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance. Perdiccas énumère à l'aide de juxtapositions par des points-virgules toutes les actions de Camille qui l'ont blessé. Et c'est aussi en ce sens que l'on interprète la négation distributive. Ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Camille rejette tous les symboles de leur enfance commune. C'est pourquoi d'ailleurs Perdiccas va montrer son caractère pathétique. Sa souffrance est visible, il inspire la pitié, d'où la personnification de La Fontaine, qui se transforme donc en paysage état d'âme. Il parle d'une pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Perdiccas va ensuite procéder à une réification de Camille, qui est manipulée par les nonnes à devenir quelqu'un de froid et de distant. Je cite « Le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. » Ici, le symbole du masque représente le changement de Camille, son changement total de comportement. Et on peut d'ailleurs repérer la violence du verbe plaquer, qui montre la violence du processus, et la violence du décalage pour Perdiccas, du changement de Camille pour Perdiccas. C'est aussi en ce sens qu'il va parler de baiser de frère, puisqu'il va insister sur leur lien de proximité. Le vocabulaire de la fraternité ici est employé comme s'ils appartenaient à la même famille, et donc va souligner la froideur et la distance de Camille, et donc, par conséquent, l'immense souffrance de Perdiccas. On repère ensuite une conjonction de coordination, mais à valeur d'opposition, puisqu'il y a une lueur d'espoir. Je cite « Mets ton cœur abattu ». Le cœur est un organe symbolique de l'amour. Perdiccas souligne le caractère réversible de la décision de Camille. En d'autres termes, rien n'est encore perdu. Je cite « Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. » On a là une potentielle victoire de la raison, de la passion sur la raison. Elle peut encore faire machine arrière et se détacher du conditionnement des nonnes, ce que symbolise le retour de Camille dans le jardin de son enfance, sur l'herbe où nous voilà, accompagnée de Perdiccas. Perdiccas va s'adresser directement à Camille à travers l'apostrophe. « Eh bien Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. » L'ironie ici montre que le comportement des nonnes va contre la morale. Camille n'est pas du tout dans le vrai chemin. Ces femmes ne lui ont pas du tout bien parlé. Et c'est d'autant plus important que les conséquences seraient désastreuses, puisqu'elles n'impacteraient pas que Camille. On a une forme d'autocentrisme dans la plaidoirie de Perdiccas qui tente de la persuader en mettant en valeur ses sentiments à lui, afin de lui inspirer de la pitié. Je cite « Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie ». On a un véritable recentrement sur le personnage de Perdiccas. On peut repérer l'emploi de verbes à l'impératif. « Dis-leur cela de ma part ». Camille est un messager, c'est un intermédiaire. Enfin, Perdiccas pointe du doigt un paradoxe. Le ciel n'est pas pour elle, alors que c'est justement le seul objectif des nonnes. Le sous-entendu est le suivant. Les nonnes ne respectent pas la morale et corrompent la jeunesse, donc elles n'accéderont pas au paradis. À cela, Camille répond « Ni pour moi, n'est-ce pas ?» On peut repérer son amertume qui s'associe directement aux nonnes, puisque Camille se lie directement aux nonnes. Elle se considère comme l'une d'entre elles. Alors que Perdiccas prenait le soin de les désigner à la troisième personne du pluriel pour détacher Camille de ses nonnes, pour lui laisser encore la possibilité de revenir en arrière. Mais le choix de Camille est fait, et sa question rhétorique souligne qu'elle se place parmi les nonnes. Il n'y a donc plus de retour en arrière qui serait possible. Et c'est pour cela que ça occasionne un discours à portée universelle sur l'amour et la souffrance. Ce discours qui commence donc par un adieu à Camille. Comme il n'y a pas de retour en arrière possible, Perdiccas fait ses adieux. Je cite « Adieu Camille, retourne à ton couvent ». C'est à son tour de rejeter la jeune fille. Symboliquement, il reprend l'ascendant. Et on voit qu'il méprise l'institution religieuse, comme le montre l'emploi du déterminant possessif
à la deuxième personne du singulier. Ici, c'est péjoratif et critique. Ton couvent. Ce mépris pour l'institution religieuse est aussi un mépris pour les nonnes, à travers la métaphore de l'empoisonnement. Je cite, « Lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné ». Et le vocabulaire péjoratif comme hideux et empoisonné. Les nonnes ont donc réussi à corrompre Camille. Perdiccas emploie un verbe à l'impératif, réponds ce que je vais te dire. Il fait donc encore une fois de Camille un messager, un intermédiaire. Mais ce faisant, il lui impose aussi son mode de pensée et son point de vue, ce qui est exactement ce que les nonnes avaient fait avec elle également. Il va introduire ici un discours universel au présent de vérité générale, à travers la répétition de verbes comme sont, à travers le parallélisme, tous les hommes sont, toutes les femmes sont, et l'anaphore, donc quand tous les hommes et toutes les femmes, qui montre que tout ce qui est dit par Perdiccas implique tous les lecteurs et est valable en toute période, en tout temps, en toute société. Ce caractère universel de ce discours se comprend d'autant mieux que l'on sait que cette réplique est inspirée de la correspondance du dramaturge avec George Sand après leur rupture. C'est une situation qui reflète bien celle de Camille et de Perdiccas. Ici, les énumérations peignent l'âme humaine de manière péjorative. Menteur, inconstant, faux, bavard, hypocrite, orgueilleux et lâche, méprisable et sensuel, perfide, artificieuse, vaniteuse, curieuse et dépravée. La négation restrictive, le monde n'est qu'un égout sans fond, ici symbolise la métaphore du monde, qui est dévalorisé et qui est hautement critiqué, afin de créer une forme de dégoût que l'on retrouve dans la dévalorisation des humains qui sont animés, comme le montre la référence aux phoques. Les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. On repère donc des verbes comme ramper et se tordre qui ne sont pas applicables aux humains, ainsi qu'un superlatif, les plus informes, qui augmente le dégoût ressenti. On peut constater que Perdiccas emploie une conjonction de coordination à valeur d'opposition. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Il va créer une forte antithèse entre le péjoratif de sa réplique et qui va créer le dégoût, et la sublimation actuelle qui est assortie d'une sacralisation de ce monde, sainte et sublime. Autrement dit, l'amour compense les défauts et sublime la réalité, d'où les adverbes intensifs et les adjectifs péjoratifs, si imparfaits et si affreux. Perdiccas va employer un pronom indéfini à valeur universelle. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, etc. Il va présenter un défaut de l'amour, la tromperie, on est souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux, à travers la répétition anaphorique de l'adverbe souvent. Cela montre que c'est inhérent au sentiment amoureux, et ce n'est pas une exception. Cette énumération de caractéristiques négatives est cependant compensée à travers la conjonction de coordination mais à valeur d'opposition qui montre que c'est dérisoire. Le sentiment amoureux compense largement les désagréments qui sont reliés à la passion. Perdiccas fait une référence à la fin de vie de manière métaphorique qui occasionne un regard rétrospectif, un bilan sur la vie qui a été vécue par un individu. Quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. Autrement dit, toutes les souffrances de l'amour valent la peine d'être vécues. Je cite, « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. » Perdiccas effectue une opposition entre une vraie vie, c'est moi qui ai vécu, et une fausse vie, la vraie vie qui ne crée pas de regrets, et celle qui est vécue pleinement, dans laquelle on prend le risque de souffrir pour ne pas s'interdire d'aimer. La fausse vie, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui, est une fausse vie dans laquelle on ne vit pas vraiment. C'est celle dans laquelle quelqu'un nous indique comment vivre. Comme une marionnette, Perdiccas va donc achever sa réplique par une critique de l'orgueil qui est contre l'amour. Et voilà, le cours du jour est terminé, je te laisse faire la conclusion de ton côté et je te souhaite bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.